Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Voici le programme. C'est reparti pour le défi du mois de janvier. 31 jours sans boire une seule goutte d'alcool. Il s'agit du Dry January, initié par un collectif d'associations. Les bienfaits sur la santé seraient immenses. Moins de cholestérol, meilleure qualité de sommeil, perte de poids, mais surtout une diminution des facteurs liés au cancer dans le sang. Nous en parlerons avec Guy Renoux, membre de la Ligue contre le cancer des Yvelines et médecin. Après les fêtes de fin d'année, c'est déjà l'épiphanie avec la fameuse galette des rois. Dans cette émission, nous vous emmènerons dans une boulangerie yvelinoise pour vous faire découvrir les secrets de fabrication. Et puis comme d'habitude, le jeudi à l'approche du week-end, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines. Pièces de théâtre, stand-up, exposition, ce sera avec notre journaliste Gabriel Gontier. Et après les fêtes de fin d'année, vous vous demandez peut-être que faire de votre sapin de Noël. Alors, vous pouvez le jeter, mais pas n'importe comment. Pour en parler avec nous, Bruno Brussard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maire adjoint délégué au cadre de vie à Montigny-le-Bretonneux. Alors, première question, que faire de son sapin après les fêtes ? Alors, le sapin est un élément important pour les fêtes de fin d'année, mais on essaye de lui donner une seconde vie, de le recycler sous différentes manières. Et donc, il y aura plusieurs points de collecte dans la commune de Montigny ? Oui, sur Montigny, il y a 21 points de collecte. Et donc, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Dans cette émission aussi, vous vous demandez peut-être après les fêtes comment faire pour manger mieux, plus sainement. Pour nous conseiller, Bérangère Philippon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coach en nutrition. Quelles sont les bonnes habitudes à adopter après les fêtes de fin d'année pour manger plus sainement ? Je pense que la première chose à faire, c'est d'éviter justement de faire un régime hypocalorique, de se frustrer au maximum pour après recraquer très rapidement derrière. En tout cas, c'est la première chose à faire. Et donc, on parlera plus tard de plusieurs conseils que vous allez nous donner. Avoir une alimentation saine, ça passe aussi par la réduction de sa consommation d'alcool. Ça tombe bien puisque tout au long du mois de janvier, il y a le Dry January, on en parlait. C'est le défi du mois de janvier pour ne pas boire d'alcool durant tout le mois. Et justement, avec nous pour en parler, Guy Renoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Ligue contre le cancer des Yvelines et médecin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les bénéfices de ce mois sans alcool ? Si on tient tout le mois, quels seront les bénéfices sur notre santé ? Les bénéfices sont importants. Alors, ils ne sont pas toujours immédiats. Des fois, il faut attendre un petit peu. Alors, au début, il y a quelques inconvénients. Il y a un peu d'anxiété. Le fait d'arrêter de boire complètement, il y a un peu d'anxiété. Quelques troubles du sommeil, c'est un petit peu difficile. Mais ça ne dure pas très longtemps, et en réalité. Et assez rapidement, les gens retrouvent justement le sommeil, retrouvent une meilleure forme. Et au bout d'un certain temps, effectivement, il y a des pertes de poids et on voit une amélioration de l'état général. Ce qui est intéressant, c'est que les Anglais ont montré, parce que c'est eux qui ont commencé en 2013, ont montré que cette amélioration pouvait, alors si on ne reprend pas évidemment une consommation excessive, cette amélioration peut se poursuivre pendant plusieurs mois. Ça permet, c'est le début pour commencer à bien réduire sa consommation. Oui, c'est ce qu'on appelle la détoxification en réalité, tout à fait. Bien, on en parlera dans quelques instants, mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait rester encore bien couvert sur l'ensemble du département. Attention aux averses du côté de Mantes-la-Jolie et de Houdan. Au niveau des températures, il fera 11 degrés à Mantes-la-Jolie et 10 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert avec des averses sur l'ensemble des Yvelines. Au niveau des températures, comptez 12 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons les Saintes Mélènes. Le point maintenant sur l'actualité dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Régine, on commence par le chiffre du jour, 200. Alors pourquoi ? 200, c'est l'autonomie des véhicules électriques que viennent d'acquérir les pompiers des Yvelines. C'est la première fois en France que des pompiers passent à l'électrique. Des panneaux solaires seront également intégrés sur le toit pour recharger la batterie des différents équipements de la cabine. La livraison est prévue pour octobre 2023. Au château de Grignon, des meubles d'époque ont été vendus à des prix dérisoires lors d'une vente aux enchères. Oui, et cela s'est passé en juin dernier. L'école d'ingénieurs agro-Paris-Tech, située au château Grignon, déménage à Paris-Saclay. L'État a donc décidé de céder du mobilier via une vente aux enchères en ligne. Les biens mis en vente étaient qualifiés de style et non d'époque, c'est-à-dire peu anciens et inspirés de l'histoire. Pourtant, il s'agissait bien de mobilier d'époque qui allait de Louis XV à Napoléon III.
Alors, à quel point les prix ont été bradés, Régine? Alors, je vais vous donner un exemple. À l'écran, vous pouvez voir les sièges Louis XVI. Ces derniers ont été vendus à 6 240 €, mais leur véritable valeur serait estimée entre 300 000 et 500 000 € d'après une récente enquête du Canard enchaîné. Pour le moment, des négociations sont en cours pour récupérer les pièces, mais comme les meubles n'ont pas été inspectés avant leur vente, la justice pourra également ordonner aux acheteurs de les restituer. Ah oui, donc il y a une différence de prix quand même assez énorme. Astronomique. On continue avec le colloque Grand Mât à Saint-Lambert-des-Bois. Une trentaine de physiciens et d'astronomes du monde entier se réunissent jusqu'à demain à Saint-Lambert-des-Bois. Leur point commun, ils font partie du projet Grand Mât, un réseau de télescopes fondé en 2018, rassemblant 18 pays. Le cœur de leur étude se base sur les ondes gravitationnelles. On écoute tout de suite Sarah Antier-Farfar, astrophysicienne et fondatrice du projet Grand Mât, pour nous expliquer les objectifs de ce colloque. Qu'est-ce que c'est notre campagne d'observation? En fait, c'est d'observer les phénomènes extrêmement violents de notre univers. Et en fait, ces événements extrêmement violents, ils sont extrêmement rares aussi. Et dès qu'on en a un, il y a toute une science qui est faite derrière. Ces phénomènes extrêmement violents, ils nous permettent de mieux comprendre, par exemple, le taux d'expansion de l'univers, comment se sont formées les premières étoiles, aussi tester les lois de la physique dans des conditions extrêmes, et puis aussi connaître comment se sont formés nos éléments chimiques. Direction Versailles, une initiative est lancée pour sauver les faons qui meurent pendant la période de fenaison. Oui, l'association patrimoniale de la plaine de Versailles vient de lancer SOS Faons. Cette campagne de financement participatif permettrait d'acheter un drone thermique. Le but, détecter la présence des jeunes faons qui se terrent sous le foin pour se protéger des prédateurs. Ces derniers sont décimés chaque printemps par des faucheuses pendant la période de fenaison qui, on le rappelle, consiste à couper et récolter le foin. À ce jour, 545 € ont été récoltés sur la plateforme Hello Asso. L'association espère atteindre 9 000 € d'ici la fin de l'année. Et on termine ces infos du jour par une info sur le e-sport, Régine. Oui, et l'équipe e-sport Athletech s'était donné rendez-vous aujourd'hui au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, l'occasion de renforcer la cohésion d'équipe en ce début de saison. Ce club professionnel fondé en 2020 a créé un partenariat cet été avec la structure olympique. On écoute 2 membres de l'équipe pour nous parler de cette journée. Athletech actuellement est sur un seul jeu. C'est League of Legends, c'est notre jeu principal, c'est le jeu de Riot numéro 1. On est actuellement nous en Division 2, donc au départ on a la LEC qui est la Ligue européenne, la Ligue française et on est juste en dessous. On est convaincu que le sport et l'e-sport ont des connexions, ont des choses mutuelles à s'apporter et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir créer une collaboration avec un complexe comme le Vélodrome national, c'est une opportunité incroyable. Pourquoi pas accueillir aussi des événements compétitifs, de créer des émissions Twitch, il y a beaucoup de choses qu'on peut créer dans ce complexe. Merci beaucoup Régine Ralèche, et si vous aussi, comme d'habitude, vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le partager sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans l'actualité également, cette annonce, le parcours de Paris-Nice a été dévoilé aujourd'hui. Il passera pour la 14e année consécutive dans les Yvelines. C'est La Verrière et la petite commune de Bazainville qui vont accueillir le départ de l'épreuve pour la première fois. Les détails avec Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. C'est officiel, la ville de La Verrière, 6000 habitants, a été choisie pour lancer la 81e édition de la course cycliste Paris-Nice. Le dimanche 5 mars prochain, les coureurs partiront de la commune yvelinoise pour 169,4 km, direction la vallée de Chevreuse avant de revenir vers le Ménil-Saint-Denis en passant par la côte des 17 tournants. Pour La Verrière, ce sera une grande première. C'est historique, en un mot une vraie fierté pour la ville d'accueillir un événement planétaire avec près de 8 millions de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur La Verrière et puis sur le Ménil-Saint-Denis puisque l'étape part de La Verrière et arrive au Ménil. C'est un engouement populaire, c'est une étape sans précédent dont on est vraiment très très fiers. Le lendemain, le lundi 6 mars, c'est la petite commune de Bazainville, 1500 habitants qui va accueillir l'épreuve. Le départ de la deuxième étape sera donné place Saint-Nicolas. Là aussi, ce sera une grande première pour la commune. Petite commune très motivée par l'enjeu et bien située aussi, c'est dans la plaine d'Oudan. Donc encore une fois, pas un arbre, pas de rien du tout. Donc une course qui risque de partir vite. C'est pas très très connu Bazainville, mais chacun verra bien que c'est un de ces charmants petits villages tels qu'on en a dans les Yvelines. Et c'est une façon pour nous aussi de faire découvrir
découvrir la richesse des paysages des Yvelines. Les deux communes vont accueillir de grands noms sur leur terre. Le vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard, a déjà annoncé sa présence. Du côté des Français, on attend David Gaudu, Romain Bardet ou encore Arnaud Desmar. Le Paris-Nice passera donc par la petite commune de Bazainville avec ses 1500 habitants. Le maire Daniel Ferredi était au micro de TV78. Il était évidemment ravi. Écoutez. Très grande fierté. On remercie le département d'avoir pensé à notre beau village et on attend avec impatience ce 6 mars pour pouvoir accueillir cette deuxième étape de Paris-Nice. Ça va se passer dans le centre-village, donc on a déjà pensé à tout ce qui était ramassage scolaire pour pouvoir mettre en place des déviations, mettre des parkings pour que les gens du centre-village puissent le dimanche soir mettre leur voiture à l'extérieur pour pas qu'ils soient gênés pour aller au travail. Et on est en train de prévoir des petites animations le dimanche avec un petit parcours vélo et un petit parcours VTT. Moi, pas du tout, je suis rugbyman. Par contre, j'ai Pierre Ferranti et Jean-Louis Bouisset qui sont des fervents cyclistes, qui sont tous les deux des élus et qui sont très très contents de pouvoir accueillir Paris-Nice. Moi, je suis très content, mais eux en plus, quand ils sont comme des enfants avec justement les beaux vélos qu'on a vus. Brigitte Macron à Poissy, championnat du monde de cyclisme ou encore pénurie de carburant dans les stations-service. Voici les principaux événements qui ont marqué les mois d'octobre à décembre dans l'année 2022. Le résumé de Gabriel Gontier. Retour aux urnes après la démission d'Anne Grignon de son siège à l'Assemblée nationale. Les électeurs de la deuxième circonscription ont dû voter. Sans grande surprise, Jean-Noël Barrot l'emporte aux élections législatives partielles devant Maïté Karif-Bédouani de la NUPES. Déjà membre du gouvernement, le ministre cède son siège à sa suppléante Anne Bergantz. En pleine grève chez Total Energy et Esso ExxonMobil, près d'une station-service sur 3 connaît des difficultés d'approvisionnement en France, une situation tendue également dans les Yvelines. Situation compliquée aussi dans tous les services pédiatriques, en cause une forte propagation de bronchiolite chez les enfants. Le mois de sensibilisation au cancer du sein est lancé. À l'occasion d'Octobre Rose, la première dame Brigitte Macron s'est rendue aux Trois Arches à Poissy. Ce lieu accompagne des personnes atteintes par le cancer. Et l'émotion est encore vive 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Élus, habitants, professeurs et élèves se sont réunis pour rendre hommage au professeur assassiné par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Durant les championnats du monde de cyclisme sur piste au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la France termine à la 3e place, ex-aequo au tableau des médailles avec 3 titres remportés. À 23 ans, l'Yvelinoise Mathilde Gros remporte son premier titre mondial à domicile, l'occasion de se tester avant Paris 2024. Eux ont enfin pris la mer après plusieurs jours d'attente en raison du mauvais temps. Les 128 skippers de la route du Rhum sont partis en début d'après-midi de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Parmi eux, 2 Yvelinois, le Rambolitain Louis Burton et le Versaillais Éric Bellion. Dans l'actualité également, décembre marqué par une cyberattaque d'envergure visant l'hôpital André Mignot au Chênay-Rocancourt. Une cellule de crise a été ouverte. Après l'effroi, l'heure était à l'union et à l'apaisement. Plus de 1000 personnes réunies en la mémoire de Djibril, ce jeune de 14 ans, tué dans une rixe à Coignères. La marche blanche s'est déroulée entre le gymnase du Moulin à Vent, lieu du drame, et la commune de Morpas, d'où était originaire l'adolescent. Le département revêt son manteau blanc, placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Environ 5 cm de neige sont attendus. Les autorités invitent les Yvelinois à être prudents, notamment sur les routes. Et l'année s'achève presque en beauté. Vous étiez 6000 à soutenir les Bleus au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, et ce malgré la défaite de la France en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine au cours d'un match à couper le souffle. Et c'était la dernière rétrospective de l'année 2022, mais si vous en avez manqué une, vous pourrez toutes les retrouver dans notre prochain 7-8 dossier. On en parlait en début d'émission en janvier, c'est le défi du mois sans alcool. On va en parler avec vous, Guy Reynou. Guy Reynou, vous êtes médecin et membre de la Ligue contre le cancer des Yvelines. Alors c'est une initiative qui a été lancée en Grande-Bretagne, je crois, et elle est ensuite venue en France. Est-ce qu'elle est beaucoup suivie en France ? Alors, elle a été lancée effectivement en Angleterre en 2013, où elle est
apparemment assez bien suivie. Elle est venue en France, je crois, en 2018. Alors, on ne peut pas dire que le succès est phénoménal, mais enfin, il y a 10% des personnes qui suivent effectivement ce mois sans alcool et qui apparemment respectent la procédure. On en parle de plus en plus ? Oui, on en parle vous savez, donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une application Dry Try que les gens peuvent consulter. Apparemment, le téléchargement de cette application a augmenté de 15% l'année dernière. Donc, quel est l'objectif de cette campagne ? Est-ce que, on sait que c'est pour arrêter sa consommation d'alcool ou tout du moins la réduire. Est-ce que c'est aussi pour faire une introspection sur soi-même, pour se rendre compte à quel point on peut consommer au nom de l'alcool ? La consommation d'alcool est quand même extrêmement importante en France. On considère qu'il y a 43 millions de personnes qui boivent de l'alcool. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 43% d'alcooliques, 43 millions d'alcooliques. Mais le problème, c'est qu'il y a 10% des alcooliques qui consomment 58% de l'alcool consommé en France. Donc ceux-là sont vraiment très très consommateurs. Alors, c'est pas forcément ceux-là qui vont être le plus concernés. Ils vont probablement pas s'intéresser à un mois sans alcool. Par contre, les gens qui ont une consommation un petit peu au-dessus de ce qu'on conseille, si vous voulez, vont probablement effectivement bénéficier de cette procédure. On considère qu'au-delà de 3 verres, alors il s'agit de verres, genre verres bistrot si vous voulez, au-delà de 3 verres par jour, on considère qu'on dépasse déjà la dose conseillée. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est plutôt 2. On conseille un petit peu moins. Pourquoi cette différence entre hommes et femmes parce que la réceptivité n'est pas la même. On parlera peut-être des complications tout à l'heure, mais les complications chez les femmes se mesurent directement, presque au verre près. Enfin, en réalité, on arrive assez facilement à chiffrer, si vous voulez, le risque, notamment pour les femmes. Dès le premier verre, il y a un risque pour sa santé ? Pas dès le premier verre, mais dès qu'on dépasse la dose conseillée, oui, il y a un risque, absolument, oui. Et alors, quelles sont les complications, justement, on peut en parler maintenant ? Les complications de l'alcool, elles sont extrêmement nombreuses. On considère que ça remplit un peu les hôpitaux. On considère que le coût de l'alcool en France, c'est d'environ 120 milliards par an, c'est-à-dire 6% du PIB. C'est considérable. L'alcool entraîne des complications en dehors du cancer. On les connaît, c'est la cirrhose du foie, c'est la pancréatite chronique, c'est tout un tas de complications. Et en plus, il y a le cancer. Alors le cancer, par contre, au niveau de l'alcool, c'est le cancer des voies digestives supérieures, la langue, la bouche, l'œsophage. Et là, ce sont des cancers extrêmement graves. Alors, est-ce que, selon vous, les Français sont assez informés sur ces complications liées à l'alcool ? Je crois que les gens qui sont soumis au risque le plus important sont très bien informés. Quand vous avez les gens qui consomment, par exemple, dans un bistrot, ils savent très bien que tel ou tel de leurs copains a été atteint d'un cancer, qu'il est mort d'un cancer. Enfin, les gens le savent. Alors après, il peut y avoir probablement... Ça, c'est les gros consommateurs. Par contre, les consommateurs moyens, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On doit considérer que quelques verres par jour, c'est pas un problème. En fait, si c'est un problème, si on dépasse 3 verres par jour, on entre dans le problème. A contrario, quels sont les bénéfices sur sa santé, du coup, si on arrête pendant 1 mois de consommer de l'alcool ? Les Anglais l'ont bien démontré. Ils ont démontré qu'au début, il y a quelques inconvénients. Le fait d'arrêter de boire de l'alcool, ça vous rend un peu anxieux, ça trouble un peu votre sommeil. Et puis, il y a un risque de déshydratation, parce que l'alcool, c'est quand même du liquide. Et donc, si on ne compense pas avec un autre liquide, il peut y avoir un risque de déshydratation. Alors les Anglais ont montré qu'il y avait un bénéfice tout à fait évident. Une fois qu'on a passé ces inconvénients-là, on retrouve un sommeil normal, on retrouve une meilleure forme, il y a une perte de poids, on récupère un poids normal alors qu'on avait grossi avec l'alcool. Et on montrait également que ces bénéfices-là se poursuivent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le mois sans alcool. Donc ça a vraiment des effets bénéfiques. C'est ce qu'on appelle la détoxification, en particulier au niveau du foie.
Est-ce que vous allez tenter de relever le défi autour du plateau? Est-ce que vous êtes lancé dans ce défi-là au mois de janvier d'arrêter de consommer de l'alcool? Régine? Je bois déjà très très peu d'alcool, donc j'ai pas ce souci-là. Bérangère Philippon? Bon, moi j'ai de la chance, je n'aime pas ça. Donc c'est très facile pour Puis moi. en tant que coach en nutrition, je suppose que... Oui, mais ça même, joue. vraiment, j'ai jamais aimé ça et j'ai jamais essayé d'aimer, donc tant mieux. Comme ça, c'est moi qui conduis quand on rentre de soirée. Et vous, Bruno Brussard, du coup? Moi, je pense, en écoutant les chiffres, que hormis les périodes de fête, quelqu'un boit ma part. D'accord. Et est-ce que du coup il y a des outils mis en place pour justement motiver les personnes à continuer à arrêter de consommer de l'alcool pendant ce mois de janvier et les mois suivants? Est-ce que vous mettez en place des initiatives Alors au niveau de la Ligue, non, puisque nous, l'activité c'est essentiellement tourne autour du cancer, pas de l'alcool, mais je pense qu'effectivement, c'est le rôle des généralistes quand même, d'accompagner leurs clients. Ils les connaissent mieux que n'importe qui, et ils savent très bien comment manager ce retour, si vous voulez, à une hygiène normale. Donc si on veut sortir de cette addiction, il faut plutôt se tourner vers son médecin? Alors, les généralistes au début, si l'addiction est trop importante, il faudra avoir affaire vraiment à des addictologues. Non, c'est vraiment c'est difficile, c'est très difficile. Eh bien, merci beaucoup Guérenou d'avoir accepté notre invitation. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Après les fêtes, vous cherchez peut-être où jeter votre sapin. Alors sachez que dans votre commune, il existe sûrement quelques points de collecte. Bruno Brussard, vous êtes maire adjoint délégué au cadre de vie de Montigny-le-Bretonneux. Alors où est-ce que se situent les points de collecte de sapins dans la commune de Montigny-le-Bretonneux? Alors, sur l'ensemble du territoire, nous avons 21 sites. Il y en a un devant la déchetterie, mais sinon, on a en moyenne 2 sites par quartier. Par commune, par quartier? Par quartier, par oui. Quartier. Nous avons 8 quartiers, et ça fait 16, et certains quartiers un peu plus grands disposent de 3 sites. Ça fait depuis combien d'années en fait que vous avez mis en place ce regroupage, cette collecte de sapins par quartier? Cette collecte, nous avons souhaité la mettre. Il faut se rappeler qu'en 2014, nous avions encore la compétence de gestion des déchets et on avait souhaité récupérer ces déchets pour les broyer et amender nos espaces verts. Et maintenant, 50 ans en Yvelines procède à une collecte, mais une seule fois dans le mois. Pour la ville de Montigny, ce sera le mardi 10 janvier. Pour autant, nous avons souhaité continuer à offrir aux habitants la possibilité de venir le déposer dans ces espaces dédiés, parce qu'on considère qu'en une seule journée, on ne récupère pas tant de sapins que ça. Il y a des personnes qui font le choix de l'enlever très rapidement, mais 3-4 semaines après, on continue à avoir des sapins. Des gens aiment bien avoir le sapin chez eux. Et d'où notre collecte dure jusqu'au 22 janvier. D'accord. Et donc on peut déposer son sapin n'importe comment ou il y a des règles à suivre quand même? Alors non, bien évidemment, il faut que le sapin, ce sont évidemment des sapins naturels, sans flocage, donc que des sapins verts. Flocage, ce sont c'est la petite neige blanche artificielle qui est dessus. Enlever toutes les décorations. Si on dispose d'un sac à sapin, normalement, il faut l'enlever. Bon, les agents des services techniques l'enlèvent avant de le charger, mais normalement, on le laisse nu. Et d'ailleurs, vous sanctionnez ou il y a des amendes pour les dépôts de sapins sauvages? Non, ça serait difficile de retrouver le propriétaire d'un sapin sur le domaine public, mais les gens jouent le jeu et dès la première année, on a eu un fort engouement et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on récupère en moyenne 2500 sapins par an, avec des années meilleures que d'autres ou moins bonnes. Mais et alors, qu'est-ce que vous faites de tous ces sapins? Juste pour finir, c'est que la collecte de 50 ans en Yvelines, on s'aperçoit, puisque ça fait 2 ans qu'ils la font, qu'après leur passage, il reste encore environ 50% des sapins. Donc on en récupère encore beaucoup. Alors les sapins, nous, on en garde une partie qu'on broie et qu'on met sur nos espaces, notamment dans les jardins familiaux, dans les allées,
ou aussi sur les espaces où il y a de la terre de bruyère pour acidifier un peu le sol. Et le reste, après, Saint-Quentin le récupère pour l'envoyer à la plateforme de compostage à Plaisir-Grignon. Il y a du broyage de sapin, si on peut le dire comme ça, qui est redistribué aux habitants ou pas du tout? Alors, du broyage de sapin, non, pas spécifiquement, mais à la déchetterie de Montigny, le prestataire met à disposition du compost issu de la plateforme de compostage de Plaisir. Et donc nous, les habitants déposent, on récupère, on l'envoie là-bas et ils peuvent venir après en déchetterie récupérer le compost. Et donc toute cette mise en place, c'est pour favoriser une économie circulaire, si on peut dire, et favoriser l'environnement? Oui, bien évidemment. C'est dommage de brûler ça, même si on sait qu'aussi dompe brûler, c'est pas négatif puisque ça fournit de l'électricité et du chauffage à la commune de Plaisir. Donc c'est toujours intéressant, mais c'est une autre filière. Et c'est important pour maintenir la fraîcheur sur les espaces verts et éviter les mauvaises herbes. Eh bien, merci Bruno Brussard d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous aimez la galette des rois? Oui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ludivine... Vous en avez fait une? Non, je n'ai pas fait de galette pour l'instant. Mais Ludivine Canard, une journaliste de la rédaction, et Patrick Jacques de Dixmude se sont levés très tôt ce matin pour filmer une recette dans une boulangerie yvelinoise. Ils nous livrent les secrets de fabrication. Regardez. Dans cette boulangerie versaillaise, la préparation des galettes a commencé depuis quelques jours. Pour réaliser une bonne galette des rois, tout commence par la pâte feuilletée. Préparée tôt ce matin, elle passe plusieurs fois sous le laminoir. On aplatit la pâte et jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. C'est ensuite le moment du détaillage. Avec cette pâte, Adrien peut découper jusqu'à une trentaine de galettes. Après un temps de repos, au frais, elle passe sous les mains de Frédéric Rabin, le pâtissier. On met un peu de dorure sur le côté. Ça aide que les deux restent collés ensemble pour pas que la garniture, la frangipane, s'en aille. Les galettes sont ensuite garnies de la traditionnelle frangipane, à ne pas confondre avec une crème aux amandes. La frangipane, elle, est préparée avec de la crème pâtissière. Surtout pas oublier la fève. Cette année, les fèves sont en partenariat avec le château de Versailles, mais malheureusement, aucune technique pour la trouver à coup sûr. Donc après, on prend les dessus, on essaye que ça soit identique. Après, on ramène dessus, et là, on appuie pour ramener les bords. C'est le moment d'échiqueter la galette, un geste technique pour fermer la galette et empêcher la frangipane de sortir. Après, on donne un deuxième coup de dorure, et après, on les raye. Et après, on peut les enfourner après. Les galettes sont enfournées pendant 45 minutes. En tout, entre 5 et 7 heures sont nécessaires pour réaliser une galette. Comptez près de 60 € pour une galette 8 parts et 5 € pour une individuelle. Et Ludivine Canard et Gabriel Gontier viennent de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors Ludivine, vous êtes levée très tôt ce matin pour pouvoir filmer cette recette. Oui, à 5 h du matin, dans cette boulangerie, la préparation des galettes commence à 1 h du matin et elle se termine en fin de matinée. Il y a besoin de beaucoup de temps de repos, notamment dans les chambres froides pour permettre à la pâte de gonfler. Et puis comme vous l'avez vu dans le reportage, dans la préparation de la galette, il y a beaucoup d'étapes. Et alors, est-ce qu'elle était bonne, la galette? Alors malheureusement, je n'ai pas pu goûter, mais à l'odeur, elle avait l'air très bonne. Et du coup, face à la crise énergétique et à l'augmentation des prix des matières premières, comment est-ce que la gérante de cette boulangerie s'organise? Comment elle s'en sort? Alors, l'épiphanie est une période importante pour les boulangers. Elle représente 10 à 15% du chiffre d'affaires annuel. Mais ce qui préoccupait réellement cette gérante, c'était la hausse du coût des ingrédients, notamment les œufs, le beurre et notamment l'électricité. Je vous propose de l'écouter. Tout ce qui est crèmerie, beurre, lait, ça a explosé, plus le coût de l'énergie. 4 fours, plus les chambres froides, ça a plus que doublé, quoi. Mais ça a été crescendo en fait. On a commencé à voir l'augmentation en septembre et là on attend notre facture de janvier, on serre les fesses.
Du coup, elle a augmenté son prix de vente. Alors pour ne pas répercuter ces hausses sur le prix de ces galettes, la gérante a décidé de proposer des galettes au prix fixe, donc en fonction du poids de la galette, pour s'ajuster en fonction de ses coûts. Et elle a également décidé de préparer ces galettes à la demande pour limiter le gaspillage et ses coûts. Eh bien, merci beaucoup Ludivine Canard pour toutes ces précisions. On continue dans le domaine de l'alimentation. Bérangère Philippon, vous êtes coach en nutrition et vous allez nous aider puisque après les repas de fête, bientôt l'épiphanie avec la galette des rois et la chandeleur qui approche à grands pas, comment est-ce qu'on fait pour adopter une alimentation saine ? Alors d'abord, on parlait tout à l'heure de l'alcool, mais il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est tout ce qui est boisson sucrée. Donc là aussi, il faut vraiment essayer de limiter parce que même un jus de fruits va vous apporter 20 grammes de sucre. Donc si on commence le matin par ça, c'est vraiment une bombe à sucre. Et voilà, si on veut déjà juste essayer de faire un petit peu attention, de réduire ces boissons sucrées, c'est déjà une très très bonne idée. Après, moi, ce que je conseille, donc, ce que je disais tout à l'heure, ne pas faire de régime hypocalorique, parce que ça, c'est la meilleure façon de craquer très rapidement. Donc, hypocalorique, c'est vraiment avec un régime très light, zéro gras, etc. Et c'est vrai que, en fait, il faut vraiment pas bannir le gras. Le gras, ça va apporter plein de bonnes choses. Évidemment, il y a du gras qui est meilleur que d'autres. Quel gras, du coup ? On parle de quel gras ? Moi, effectivement, dans mes recettes, je fais très attention. Je privilégie les bonnes graisses. Après, ça m'arrive aussi de mettre du fromage, je vous rassure. Après, je fais attention à la quantité, au cumul. C'est ça qui est important. Mais les bonnes graisses, typiquement, ça va être cuisiner plus à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre. Ça va être tout ce qui est oléagineux. Même dans les gâteaux, à la place du beurre, on peut mettre des purées d'oléagineux. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est graines. Et puis, les bonnes huiles qu'on utilise, qui ne vont pas automatiquement se cuire. Mais par exemple, quand on a une poêlée de légumes, à la fin, on peut mettre un petit filet d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile de lin, par exemple, qui est très bonne pour la santé, de l'huile de colza. Il y a plein d'huiles qui sont très bonnes. Et on a quand même davantage de goût quand on rajoute du gras et on se fait plus plaisir en mangeant. Donc ça va vraiment permettre de garder cette gourmandise tout en ayant en fait des bonnes graisses, quoi. Alors on sait que le sucre se cache dans les desserts, dans le chocolat, mais est-ce qu'il peut se cacher ailleurs ? Alors, c'est vrai que c'est souvent le problème, les gens ne le savent pas, mais tout ce qui a un goût sucré, effectivement, on le repère très rapidement. Par contre, tout ce qui est féculent, en fait, pain aussi, tout ce qui contient de l'amidon, va se transformer en sucre dans le corps. Et c'est vrai que les gens, ça ne le savent pas, et donc c'est pour ça que la petite chose aussi à faire, c'est de réduire un petit peu sa quantité de féculents. Pas ne plus en prendre, mais par exemple, dans une assiette, ça va être à peu près un quart de l'assiette. Et puis, idéalement, c'est choisir des féculents qui vont qui vont être digérés un peu plus lentement, comme par exemple les légumineuses qui sont vraiment des trésors nutritionnels. Ils sont très riches en fibres, en fait, c'est ça qui fait que derrière, on digère plus lentement et on est rassasié plus longtemps, ce qui fait que 2-3 heures après le repas, on n'a pas encore faim parce que ça reste. Bon, en général, c'est vrai que quand on a un plat de lentilles devant nous, on en mange moins qu'un gros plat de pâtes. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça rassasie vraiment et il y a plein de façons de les cuisiner. Moi, je sais que dans mes livres de cuisine, j'essaye de les mettre à l'honneur, de montrer que voilà, ça peut être bon, les légumineuses. Il y a plein de plats avec qui permettent vraiment de se faire plaisir. Et c'est vraiment, moi, ce que je préconise, c'est de se faire plaisir en mangeant, mais voilà, en choisissant des féculents qui vont être plus rassasiants et plus riches en fibres et qui vont vous éviter d'avoir des pulsions sucrées après et de craquer 2 heures après le repas. Gabrielle, en fait, j'ai lu aussi dans un livre qui s'appelle Glucose Révolution, qui était bien justement d'associer des légumes avec des féculents pour réduire justement ce sucre qui se trouve dans les féculents. C'est quelque chose que vous conseillez aussi ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, les féculents, souvent, ils ne contiennent pas assez de fibres. Et comme c'est les fibres qui permettent d'avoir une digestion plus lente des féculents pour éviter que ça se transforme directement en sucre, le fait de rajouter des légumes en même temps, ça va apporter des fibres. Et moi, je conseille vraiment d'avoir, on va dire, un quart de l'assiette des féculents et la moitié de l'assiette des légumes. Alors, légumes ou crudités,
Gabrielle, allez-y. Vous nous avez donné plein de conseils. Je vois qu'il y a pas mal de recettes dans votre livre. Est-ce qu'il y en a qui sont adaptées aussi pour les enfants? On sait que c'est des fois un peu plus difficile de leur faire manger de tout. Oui, alors j'ai moi-même aussi 2 enfants à la maison. Donc oui. Après, il y a des recettes, effectivement, où j'essaie de montrer qu'on peut faire aimer les légumes aux enfants, parce que c'est souvent ça le problème. Par exemple, moi, je cuisine beaucoup le légume, évidemment, dans des quiches, parce que c'est plus facile à faire passer, dans des gratins, aussi, des fois, dans les soupes, etc. Ça se voit moins, ça permet que ça passe mieux. Mais voilà, moi, je sais que petit à petit, ça commence à venir. Et si on rajoute même un petit peu de fromage, ou des petites sauces qui peuvent être très saines, on arrive à faire plus facilement aimer les légumes. Donc, bref, les enfants, il faut toujours y aller plusieurs fois avant d'y arriver. Mais ça finit par marcher. Tout à l'heure, vous parliez de comment faire, continuer à s'alimenter sans craquer avec, je sais pas, une grosse tablette de chocolat. Comment est-ce qu'on fait justement pour éviter ces craquages ? Alors déjà, moi, pour le chocolat, je suis une très grande addicte. Et je voulais quand même le dire que c'est possible. Je parle à tous ceux qui prennent du chocolat au lait, qui adorent le chocolat au lait, qui ont du mal avec le chocolat noir. C'est possible de passer petit à petit au chocolat très fort en cacao, qui contient vraiment moins de sucre. Et c'est vrai que pour ça, il faut y aller par étapes. Moi, je sais que j'ai commencé par le chocolat blanc, c'est 30% de cacao. Donc j'ai augmenté. Il existe du chocolat au lait, je voulais dire. Il existe du chocolat au lait qui est à 45%. 55, 65 même, donc ça permet d'augmenter petit à petit. Et après, on passe au chocolat noir à 70%, 80%. Voilà. Moi, je suis arrivée entre 80 et 90. Et c'est vrai qu'on en prend moins, en général, parce que c'est un peu plus fort. Et ça permet de continuer à se faire plaisir, en fait, avec le chocolat. Et c'est vrai qu'en cas de craquage de pulsions sucrées au moment du goûter, par exemple, un petit carré de chocolat noir comme ça avec une petite poignée d'oléagineux, ça peut vraiment aider en fait à faire passer une pulsion sucrée. Donc ça reste gras, mais comme c'est des graisses qui sont plutôt saines, on va vite calmer la pulsion sucrée et après, on va voir que c'est bon, on s'habitue et moi maintenant mes goûters c'est plutôt ça. Donc voilà. Gabrielle, vous aviez une autre question ? Pas particulièrement, peut-être. C'est un livre, du coup, zéro sucre. Est-ce qu'il y a des recettes sucrées aussi que vous réinventez un peu ? Alors moi, j'adore créer les recettes. Donc effectivement, dans mon dernier ouvrage, c'est le 3e, j'ai beaucoup parlé en fait du fait de continuer à réussir sa détox sucre, puisqu'en fait mon premier ouvrage s'appelle J'ai réussi ma détox sucre. Donc une fois ça y est, on y est. Comment continuer ? Voilà, parce que c'est sûr que c'est pas évident de tenir sur la durée, et donc j'ai une partie un peu pour aider des astuces anti-craquage, etc. Et effectivement après avec plus de 100 recettes, c'est majoritairement des recettes salées, parce que en fait on se rend compte que plus on va se faire plaisir en salé en mangeant bien, moins on aura besoin de sucré, ouais. Et puis après ça devient une habitude. Alors après j'ai quand même mon deuxième livre était consacré au dessert sucré justement. Moi quand je dis que je mets pas, je dis zéro sucre, mais c'est plus on va dire moins de sucre, sachant que je n'utilise pas du tout d'édulcorants, parce que les édulcorants ne sont pas très bons pour la flore intestinale. Alors pas tous, mais voilà, il y a quand même et puis ça entretient l'addiction en fait au sucre. Donc le but c'est pas de plus jamais manger de sucre, c'est d'en manger nettement moins, et on voit qu'au bout de à peu près, il faut compter 3 semaines pour que le corps en fait s'habitue, et franchement c'est assez bluffant de voir les pulsions sucrées qui disparaissent, de voir un bien-être derrière qui est énorme. Parce que le sucre ça reste une addiction aussi, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est une addiction et on peut s'en défaire. Voilà, tout à fait. Eh bien merci beaucoup Bérangère Philippon pour tous vos conseils, on va essayer de s'y tenir. Après cette page nutrition, on passe maintenant à la page loisirs. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, comme chaque jeudi, vous nous présentez vos idées de sortie pour ce week-end. Oui Mathilde, et cette semaine, on commence avec du théâtre. Samedi soir, l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par le chef d'orchestre espagnol Pablo González, célèbre le redoutable tsar Ivan le Terrible qui a inspiré Sergueï Prokofiev, l'un des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques du répertoire russe. Alors l'orchestre se produira au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 20h30. On continue avec du théâtre et notamment la résurrection d'un autre personnage dont l'évocation donne des frissons, Gabrielle. Oui, un personnage qui parle à tout le monde, Frankenstein, un personnage tellement célèbre qu'on en oublie souvent. L'œuvre originale de Mary Shelley a tout juste 19 ans au moment de l'écriture. Alors cette fois, c'est Florian Goetz et Jérémy Sontag qui vont
vont ressusciter l'œuvre. Dans cette pièce, on voyage dans des atmosphères et des époques différentes entre le 19e et le 21e siècle notamment. Cette pièce, elle pose aussi la question de la démesure de l'être humain et de sa responsabilité vis-à-vis de l'humanité et de son environnement. Et c'est à découvrir cette fois vendredi et samedi soir à 20h30 à la ferme du Bel et Bas à Guyancourt. Il y aura aussi un spectacle d'humour ce week-end dans les Yvelines. Sans grande surprise, quand on parle d'humour, ça se passe au théâtre de la Meurise à Trappes avec le conte de Bouderbala. L'acteur et humoriste Samy Améziane se livre à un stand-up mêlant sujets d'actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles. Alors c'est la 3e édition du spectacle. Les 2 précédentes avaient rassemblé 2 millions de spectateurs. Et je crois qu'un autre humoriste est de passage dans les Yvelines. Cette fois dans la ville de Buc, qui accueille l'humoriste Michael Hirsch qui revient avec un nouveau spectacle sur le sommeil et le rêve. Dans Je pionce donc je suis, l'humoriste interprète tour à tour une vingtaine de personnages drôles, absurdes et poétiques. Il invite son public à rêver les yeux grands ouverts. Et on termine par une exposition au donjon de Houdan, Gabriel. Une exposition qui s'appelle Résonance intime. C'est une exposition qui invite, vous l'avez dit Mathilde, au questionnement sur son rapport à soi, à son corps, à son image. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'un travail collaboratif en partenariat avec le théâtre Eurydice, Sauvegarde de plaisir et le pôle art et handicap des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Au travers des photographies exposées, la metteur en scène interroge les participants sur leur rapport à leur corps. Alors l'exposition, elle est à découvrir au donjon de Houdan jusqu'au 11 janvier. Merci beaucoup Gabriel Gontier. Alors comme d'habitude, est-ce que vous avez des préférences autour du plateau, une idée de sortie qui vous tente plus qu'une autre? Moi, le spectacle de stand-up, pourquoi pas c'est celui sur le sommeil et les rêves, non? Non, il y en a deux. Il y en a deux en fait. Ouais. Moi, sur celui du sommeil et des rêves. Alors. Oui, moi aussi, ouais. J'aimerais bien aller voir. Il reste encore quelques places, donc si je pionce donc je suis. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait être encore bien couvert sur l'ensemble du département. Attention aux averses du côté de Mantes-la-Jolie et de Houdan. Au niveau des températures, il fera 11 degrés à Mantes-la-Jolie et 10 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert avec des averses sur l'ensemble des Yvelines. Au niveau des températures, comptez 12 degrés en moyenne. Et pour ce week-end, Gabriel, quel est le temps ? Eh bien, une météo douce et pluvieuse pour ce week-end. Samedi, dans la matinée, les températures seront comprises entre 6 et 7 degrés sur l'ensemble du département, avec un ciel voilé mais ensoleillé. L'après-midi, la pluie fait son apparition. Comptez 8 degrés à Rambouillet et 10 degrés à Houdan et Mantes-la-Jolie. Dimanche, la tendance reste la même. Malgré la pluie et les nuages, la matinée sera partiellement ensoleillée. Comptez des températures entre 8 et 9 degrés l'après-midi. Peu de changements, il fera 8 à Rambouillet, 9 à Versailles, Houdan et Mantes-la-Jolie. Merci beaucoup Gabriel, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.